Quitter la Crimée tant que l'option existe encore. C'est l'avertissement glaçant de la principale direction du renseignement ukrainien, le direction générale du renseignement aux Russes, qui s'accroche encore à la péninsule. Un avertissement, ou peut-être une promesse car le temps presse. Le soi-disant joyau de l'Empire russe n'est plus sûr. Des explosions secouent les bases militaires, les navires de guerre coulent en mer Noire, et le pont de Crimée tremble sous les frappes ukrainiennes. Le message est limpide. La Crimée est ukrainienne, et l'Ukraine vient la reprendre. Certains disent que la guerre a commencé en Crimée, et se terminera là. La panique pure qui se propage parmi les Russes pourrait bien leur donner raison. Toutefois, le consensus de 2021 a révélé que 76,4% des résidents de Crimée s'identifiaient comme Russes, les Tatars de Crimée et les Ukrainiens, ne représentant que 12,7% et 7,7% respectivement. Mais réfléchissez, quand est-ce que des côtes écrasantes ont déjà stoppé l'Ukraine ? Donc, les rapports indiquant que les Russes quittent à nouveau la Crimée seront logiques. Encore est-ce qu'il y a le mot-clé ici, comme vous l'entendrez bientôt. La déoccupation de la Crimée n'est plus un rêve lointain, elle pourrait se produire sous nos yeux. Parlons-en. Les premiers à fuir sont toujours le personnel militaire venu avec des armes. Alors que l'Ukraine resserre son emprise sur la Crimée, les soldats russes et leurs familles font tranquillement leur bagage. Selon le politologue Evgeny Agorionova, parmi ceux qui quittent en rampe la Crimée, beaucoup seront des militaires, des forces de sécurité et des fonctionnaires. Ils n'attendront pas la reprise de la Crimée par l'Ukraine. Ils fuiront d'eux-mêmes, sachant ce qui les attend s'ils restent. Mais ce ne sera pas la première fois que les forces russes quittent la Crimée. Quand les choses commencent à mal tourner, les Russes s'enfuient toujours. En septembre 2022, alors que les forces ukrainiennes progressaient, les officiers du renseignement russe, les commandants militaires et les fonctionnaires nommés par le Kremlin ont commencé à évacuer discrètement leurs familles de Crimée et du sud de l'Ukraine. Ils ont rapidement vendu leurs maisons et sont partis en hâte avant qu'il ne soit trop tard. Les soi-disant libérateurs de la Crimée étaient soudainement désespérés de se libérer eux-mêmes. La même chose s'est reproduite en juin 2024. Des rapports du mouvement de résistance ukrainien attèchent ont révélé que les troupes de défense aérienne russes stationnées en Crimée avaient reçu l'ordre d'évacuer leurs familles. La raison, les systèmes de défense aérienne russes étaient en cours de déplacement, exposant dangereusement la Crimée. Les commandants russes savaient ce que cela signifiait. Plus de frappes ukrainiennes, plus d'explosions, plus de destruction. Au lieu de rester, ils ont évacué leurs proches tant qu'il en était encore temps. Le schéma est évident. D'abord, ils envoient que leurs familles, puis s'enfuient eux-mêmes. Certains n'attendent même pas les ordres officiels. La désertion augmente en Crimée. Des rapports suggèrent que les soldats contractuels russes, dont beaucoup sont des locaux de Crimée, fuient le service après avoir réalisé qu'ils ont été trompés pour combattre. Les recruteurs promettent un poste facile, pas de déploiement en première ligne, juste un travail confortable dans une unité militaire. Mais quand les vrais ordres arrivent, quand on leur dit qu'ils seront envoyés directement au danger, ils disparaissent. Les défenseurs des droits de l'homme en Crimée confirment que les cas de désertion ont augmenté ces derniers mois, bien que l'armée russe garde les chiffres sous silence. Cependant, certains cas échappent au contrôle. En 2023, un soldat criméen, Denis Narolski, a été condamné à 9 ans dans une colonie à régime strict pour désertion. Son crime ? Il refuse de mourir pour la guerre de la Russie, comme beaucoup d'autres. Avec l'intensification des frappes ukrainiennes et la peur grandissante, de plus en plus de soldats choisiront de fuir avant d'y être forcés. Mais ils ne seront pas les seuls. Les Russes s'installaient en Crimée après 2014, ayant pris des maisons, emplois et terres qui ne leur appartenaient pas, les rejoindront certainement. Ils sont bien plus nombreux que les soldats. Jusqu'à 800 000 Russes ont déménagé en Crimée depuis son annexion illégale, tandis qu'environ 100 000 Ukrainiens ont été contraints de partir. Ce n'était pas un accident. Moscou a fait un effort délibéré pour refaçonner la Crimée à son image, en chassant les Ukrainiens et en inondant la péninsule de citoyens russes loyaux. Des hypothèques avantageuses, des placements professionnels et des aides gouvernementales l'ont garanti, mais leur Éden dérobé s'écroule à présent. Selon le journaliste criméen Imran Husainov, au moins ces colons partiront, voire plus. Et pourquoi pas ? Ils ne sont jamais vraiment appartenus à cet endroit. Ils sont venus pour les logements abordables, les aides sociales et l'illusion de sécurité sous la Russie. Mais avec l'Ukraine qui se rapproche, la réalité s'installe. La terre qu'ils ont revendiquée n'a jamais été la leur, et bientôt ils devront la rendre. Même ceux qui vivaient déjà sur la péninsule avant 2014, ceux qui soutenaient l'occupation russe, commencent à sentir la pression. Selon les experts, beaucoup d'entre eux fuiront aussi. Pendant des années, ils ont soutenu l'occupation, possiblement dans l'espoir d'une stabilité ou influencés par la propagande russe.
Mais avec la situation de plus en plus désespérée, même eux réalisent l'enjeu. C'est pourquoi ils ont amélioré leur voie d'évasion, comme les nomme un habitant de Sébastopol. Les Russes achètent des appartements dans la région de Krasnodar en Russie, non pour y vivre, mais comme plan de secours, se préparant au pire. Ils louent ces propriétés, observant calmement la situation, sachant que si les choses s'aggravent en Crimée, ils ont une autre destination. C'est un signe évident de l'incertitude qui se profile sur la péninsule, allant au-delà de simples mesures de précaution. Ce sont les premiers signes que les gens planifient leur stratégie de sortie avant d'être pris dans le feu croisé de la reprise inévitable de leurs terres par l'Ukraine. Les forces ukrainiennes semblent déterminées à faire exactement cela, et on ne peut pas vraiment les blâmer. Après tout, la Crimée a été volée, et reste une épine dans le pied de l'Ukraine depuis des années. Il ne s'agit pas seulement de récupérer un territoire, mais de justice. Il s'agit de faire comprendre que personne ne peut s'emparer de la terre d'autrui et la garder indéfiniment. L'Ukraine se bat pour sa souveraineté, et la Crimée est le cœur battant de cette lutte. Les Russes, qui ont pris ce qui ne leur appartenait pas, font maintenant face aux conséquences. Nous parlons des mêmes Russes, qui ont mobilisé de force le peuple de Crimée, les transformant en pions pour leur machine de guerre. Rien qu'en 2024, près de 5500 résidents de Crimée ont été illégalement enrôlés dans l'armée russe. Mais ce n'est même pas la première fois. Depuis le début de l'occupation, la Russie a enrôlé près de 50 000 Criméens dans ses rangs, les forçant à combattre dans une guerre qu'ils n'ont jamais demandée sur une terre qu'ils ne voulaient pas envahir. Et ce n'est pas seulement une question de soldats. Les autorités installées par les Russes ont puni quiconque résiste, que ce soit pour des raisons politiques, ethniques ou religieuses. Les Tatars de Crimée ont été ciblés pour leur opposition affichée à l'occupation. Ceux qui refusent de se battre risquent des accusations criminelles, et même la prison. Fin 2024, 218 personnes sont emprisonnées illégalement dans des prisons russes, dont 132 Tatars de Crimée, dont beaucoup sont des activistes, des journalistes ou des défenseurs des droits de l'homme. Et malgré tout ce que la Russie a fait, voler des terres, forcer les gens à la guerre et punir quiconque résiste. L'Ukraine offre un geste de bonne volonté en donnant aux Russes une dernière chance de quitter la Crimée, alors que les forces ukrainiennes prennent le contrôle de la région. Le Direction générale du renseignement leur a donné des conseils étonnamment amicaux. Partez d'ici tant que vous le pouvez. Il ne force personne, mais offre l'option de partir avant l'arrivée de l'armée ukrainienne. C'est plus que ce que la Russie a jamais fait pour les personnes qu'elle a mobilisées et opprimées. Où était le geste de bonne volonté de la Russie quand ses forces ont pris la Crimée ? Ils n'ont pas donné aux Ukrainiens ou aux Tatars de Crimée le choix de partir. Ils ne leur ont même pas offert la chance de vivre en paix. Et pourtant, tout ce que l'Ukraine a toujours voulu, c'était la paix. Mais comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a répété à maintes reprises, l'Ukraine ne peut légalement reconnaître aucun territoire occupé de l'Ukraine comme russe. Ce n'est pas qu'une déclaration de principe, c'est une question de droit. Depuis 2014, l'Ukraine refuse catégoriquement de céder tout territoire à la Russie, même en échange de la paix. Zelensky a indiqué que le retour de la Crimée pourrait être poursuivi diplomatiquement, mais l'Ukraine ne cédera pas son territoire pour apaiser l'appétit expansionniste russe. Malgré les suggestions de certains, comme le stratège républicain Brian Lancer, d'accepter la perte de la Crimée, Zelensky adopte une approche différente. Son plan pour la Crimée est clair. Regagner le territoire par la diplomatie sans admettre la défaite. Ne vous laissez pas tromper par ce discours diplomatique. Ce n'est pas la diplomatie qui pousse les Russes à fuir massivement la Crimée. C'est le grondement imminent de la tempête militaire en Ukraine. Les forces armées ukrainiennes ont clairement fait comprendre qu'elles ne s'arrêteront pas tant que la péninsule ne sera pas de nouveau entre les mains ukrainiennes. Et ils ont surtout laissé parler leurs armes. L'année 2024 a été cruciale pour l'Ukraine dans sa quête pour récupérer la Crimée. Des frappes aériennes ciblées aux attaques maritimes innovantes, les forces armées ukrainiennes ont sans relâche érodé l'emprise de la Russie sur la péninsule. Et ces actions militaires sont précisément l'étincelle qui pousse des milliers de Russes à fuir la Crimée à la recherche de sécurité. Avec chaque explosion, chaque navire coulé et chaque missile lancé, les murs se resserrent sur l'armée russe en Crimée. Décortiquons les actions clés de 2024 qui ont contraint de nombreux Russes à faire de la fuite de la Crimée l'une de leurs résolutions du Nouvel An. L'Ukraine a débuté l'année en se concentrant sur la domination aérienne, visant l'aérodrome de Belbek près de Sébastopol. Lors d'un raid réussi en janvier, les forces ukrainiennes ont détruit au moins 3 avions russes, porté un coup au système de commandement radar de l'occupation, anéantissant son bunker et son poste de coordination. Ce coup a frappé directement les défenses aériennes russes, signalant aux envahisseurs qu'aucun endroit en Crimée n'était en sécurité. Si les attaques ne suffisaient pas à les ébranler, ce n'était que le début. Au printemps, l'armée ukrainienne fonctionnait à plein régime. En mai, une attaque ukrainienne a détruit un radar à l'aérodrome de Belbek. Et plus tard ce mois-là,
2 jets russes, un MiG-30 et un Su-27 ont pris feu. Mais la vraie surprise est venue de la mer. L'Ukraine a déstabilisé la flotte russe de la mer Noire grâce à des attaques menées par des drones navals et des missiles longue portée de conception locale. L'Ukraine a coulé ou endommagé au moins 8 navires de guerre russes près de la côte de Crimée, forçant la flotte à se retirer de leur port de Crimée. Le Kremlin était en mode gestion de crise. Pour la première fois, la flotte autrefois fière de la Russie s'est retrouvée chassée de Crimée, n'ayant d'autre choix que de naviguer vers la sécurité des eaux russes. Peut-être était-ce un aperçu de ce qui attendait tous les Russes en Crimée. À l'approche de l'été, les forces ukrainiennes poursuivaient leurs efforts sans relâche. Le 28 juin, ils ont obtenu la libération du prisonnier politique tatar de Crimée, Nariman Zelal, un rappel puissant que le combat de l'Ukraine n'est pas seulement militaire, il est personnel. En mai, une frappe ukrainienne a détruit 2 lance-missiles de défense aérienne S-400 ainsi que d'autres infrastructures militaires à l'aérodrome de Belbek, affaiblissant les défenses aériennes russes. Mais la supériorité aérienne de l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Une attaque décisive contre la division de défense aérienne S-400 Triomphe russe près de Dzhankoï en juin a davantage révélé la vulnérabilité de la Russie. En juillet, les forces ukrainiennes ont bombardé de manière dévastatrice un dépôt de munitions près du cap Fioland. L'explosion qui en a résulté a détruit plus de 90 drones iraniens, Shahid 136, qui avaient été utilisés par les forces russes pour cibler les civils ukrainiens. Et les coups ont continué à tomber. Le 26 juillet, les forces ukrainiennes ont frappé l'aérodrome de Nova Fedorivka, provoquant d'énormes explosions et incendies. La base, qui accueillait jusqu'à 16 avions russes, est devenue un symbole du chaos sur le terrain. Chaque explosion et dépôt détruit affaiblissait la force militaire russe, et la réalité s'est vite imposée. Autrefois intouchable, la Crimée était devenue un champ de bataille, où même les positions russes les plus fortifiées ne tenaient plus indéfiniment. En août, les forces spéciales ukrainiennes ont mené une opération audacieuse sur le Tandrospit, une île étroite de la mer Noire, détruisant un véhicule blindé russe et des fortifications. Les attaques sur les aérodromes militaires se sont poursuivies, les forces ukrainiennes frappant l'aérodrome d'Oktyabrskaya, déclenchant un incendie et détruisant un dépôt de munitions essentiel. Les frappes ont érodé la présence russe en Crimée, mais le nombre croissant de Russes qui partaient a révélé la véritable situation. Le sentiment d'un désastre imminent les poussait à l'exode. L'élan ukrainien restait soutenu à l'automne. Le 28 novembre, l'Ukraine a détruit un système radar russe de 5 millions près de Katovska en Crimée, paralysant davantage les capacités de surveillance russes. Le mois suivant, des drones navals ukrainiens ont affronté des hélicoptères russes lors d'une rencontre dramatique, démontrant leur avantage technologique et leur détermination à reprendre la Crimée à tout prix. En décembre, l'embarras de la Russie était complet. Les attaques de drones ukrainiens dans le détroit de Kertch et près des plateformes pétrolières de Crimée ont montré que la Russie perdait le contrôle de la Crimée. L'escarmouche du 30 et 1 décembre, où les drones ukrainiens ont abattu des hélicoptères russes, rappelaient brutalement que même les cieux de Crimée n'étaient plus sûrs. Fin d'année, l'emprise de la Russie sur la Crimée s'effritait. Et les choses ne se sont certainement pas améliorées en 2025, enfin du moins pour la Russie. Le barrage constant d'attaques de l'Ukraine sur des cibles militaires, logistiques et de défense aérienne n'est pas une tactique d'intimidation. Cela s'inscrit dans la stratégie ukrainienne de reconquête de la Crimée, qui se concentre actuellement sur 2 objectifs principaux. Le premier objectif est d'isoler la Crimée de la Russie, ce qui implique la destruction du pont de Crimée. Ce pont est une bouée de sauvetage pour la logistique russe, reliant physiquement la Crimée occupée au continent russe. En ciblant ce lien vital avec des drones, l'Ukraine tente de couper les forces russes des approvisionnements et renforts, compliquant le maintien de l'occupation par Moscou. La destruction du pont de Kertch isolerait les ressources militaires russes, obligeant la Russie à utiliser des itinéraires plus longs et vulnérables, faciles à cibler pour les Ukrainiens. Malgré quelques tentatives de destruction du pont, de nombreux experts prédisent que sa fin pourrait être causée par les missiles Atacams américains. Quand le pont tombera, les Russes en Crimée seront piégés. Mieux vaut fuir maintenant, tant qu'une issue existe encore. Le deuxième objectif de l'Ukraine en Crimée est de démilitariser la flotte de la mer Noire. Cette flotte est essentielle pour le contrôle russe de la Crimée. En affaiblissant les capacités russes, l'Ukraine cherche à fragiliser la défense de la péninsule par la Russie. Cette pression a déjà contraint les navires de guerre russes à se retirer de la Crimée à plusieurs reprises. Les navires de guerre semblent donner aux citoyens une leçon sur la fuite sous le feu. Voici quelques dates clés de cette leçon.
En octobre 2023, la flotte russe de la mer Noire a entamé une évacuation majeure de Sébastopol, son principal port naval en Crimée. Des images satellites ont confirmé le déplacement de certains des plus grands navires de guerre russes vers Novorossiysk à Krasnodar, en Russie, et Féodosia en Crimée. Parmi les navires évacués figurèrent certains des plus grands et précieux actifs de la flotte, dont des frégates comme l'amiral Essen et l'amiral Makarov, ainsi que plusieurs sous-marins diesel. Ce mouvement a suivi une série de frappes de missiles ukrainiens, dévastatrices, sur la base navale de Sébastopol, tuant plusieurs officiers russes de haut rang. Ces attaques ont démontré que l'importance stratégique de la Crimée était gravement menacée. Chaque frappe affaiblissait la capacité de la flotte à opérer depuis la Crimée, forçant le retrait de ses navires les plus puissants vers des eaux plus sûres. En avril 2024, des images satellites ont montré que la flotte russe de la mer Noire avait en grande partie quitté la Crimée. Sébastopol, autrefois un centre naval prospère et historiquement un pilier de la domination navale russe, ne compte plus qu'une présence squelettique. La plupart de ces grands navires avaient fui, laissant seulement de petits bateaux à missiles, dragueurs de mines et quelques autres navires. Il était évident que la flotte peinait à maintenir son emprise sur la mer Noire face aux attaques ukrainiennes qui démantelèrent son pouvoir dans la région. Juin 2024, la retraite se poursuivait sans relâche. Des images satellites et rapports montraient que d'autres navires russes, dont un aéroglisseur de classe Bora et un patrouilleur de classe Raptor, ont été aperçus quittant Sébastopol, rallongeant la liste des bateaux fuyant le port. Le retrait de ces navires, symbole de la puissance militaire russe, de la péninsule de Crimée, laissait présager un avenir sombre pour la Russie dans cette région. C'était un effondrement progressif. Il est clair que la flotte de la mer Noire a choisi de fuir plutôt que de se battre. La plupart des soldats et citoyens russes laissant Crimée feront probablement de même. Mais qu'en est-il de ceux qui ne le font pas ? Tamila Tachaeva, représentante de l'Ukraine en Crimée, affirme que l'expulsion sera individuelle, non collective, respectant le droit international. Cela ne signifie pas pour autant que tous les Russes de Crimée sont innocents, qu'ils soient venus en tant que soldats, colons ou agents d'occupation. Tachaeva affirme que ce sont tous des colonisateurs et qu'ils seront expulsés s'ils ne partent pas, avant la libération du territoire. Qu'en est-il des Ukrainiens forcés d'accepter des passeports russes ? L'Ukraine considère toujours les Ukrainiens comme ses citoyens, mais ceux qui ont aidé la Russie auront des problèmes. Les collaborateurs font face à des accusations de haute trahison, un crime passible d'une peine de prison à vie. Pour ceux qui restent, il ne s'agira pas seulement de franchir des frontières, mais aussi d'affronter les conséquences de leurs actes. Pensez-vous que ce moment viendra bientôt et que l'Ukraine réussira à reprendre la Crimée ? Après tout, il ne s'agit pas d'expulser quelques milliers de Russes, mais bien des centaines de milliers. L'Ukraine pourra-t-elle gérer une opération d'une telle ampleur ? Si vous pensez que l'Ukraine est capable de relever cet immense défi, laissez-nous vous poser une autre question. La libération de la Crimée signifiera-t-elle la fin de la guerre en Ukraine ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.